Bonjour à toutes et à tous, je suis Sarah Albi, je suis la directrice de l'Académie du Climat. Donc, je proposais de manière très courte, parce que la soirée va être dense, quand même de vous accueillir dans ce lieu. Juste une question, qui est déjà venue ici à l'Académie du Climat? Ça va, c'est pas mal, on a à peu près fait notre travail. Rapidement, l'Académie du Climat, c'est un service public créé par la ville de Paris, par la maire de Paris, il y a près de 4 ans, pour accompagner chaque acteur et actrice de l'écologie à faire évidemment advenir l'indispensable transformation de notre société. Nous nous présentons aujourd'hui comme une plateforme pédagogique qui propose avec ses partenaires des formats, des contenus adaptés au public auquel ils s'adressent, vous le verrez, tout au long de la journée. Ce bâtiment vit le matin, le soir, le week-end. Vous imaginez bien, pour certains qui nous fréquentent, que ce lieu est perçu comme engagé, voire militant, ce que nous ne sommes pas, qui est fréquenté autant par un jeune public, par des militants, par des institutions, par beaucoup de gens tout au long de l'année. Et forcément, la place des entreprises et leur rôle dans la transition écologique est un sujet qui nous taraude. On en a régulièrement parlé. Et de facto, c'est le positionnement qu'on a pris. Elles doivent être actrices de cette transition, mais elles ne se perçoivent pas toujours comme telles. C'est pour ça qu'à l'Académie, et je fais le lien avec ce soir, nous avons traité cette question, nous l'avons arbitrée en soutenant et en travaillant avec celles et ceux comme la CEC, qui les accompagnent de manière sincère et profonde. Car ce que nous pensons, c'est qu'il faut engager méthodiquement, mais aussi collectivement, chaque segment de notre société dans cette indispensable transition, en adaptant notre langage, nos formats, nos contenus, c'est ce que vous faites, vous, au quotidien, avec toutes les thématiques que vous traitez, nos parcours pour celles et ceux à qui nous adressons. C'est ce que nous faisons ensemble, c'est ce que nous faisons ici au quotidien. Aux entreprises présentes, parce qu'on n'en a pas souvent autant qui sont présentes à l'Académie, moi j'ai un message à vous dire de la part de toutes celles et ceux qui fréquentent ce lieu, c'est ne nous lâchez pas. À celles et ceux qui sont aussi dans cette salle et qui sont des actrices et des acteurs de l'écologie, je vous dis, on est là aussi pour vous, on est là au quotidien pour se soutenir, pour ne rien lâcher, et nous sommes aussi très nombreuses et nombreux à agir, et je vous invite à venir quand vous avez un petit coup de mou, parce que vous verrez l'effervescence permanente ici qui nous nourrit, nous, au quotidien. Donc merci d'être là, merci d'avoir choisi l'Académie, et puis hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Sarah. Merci de l'accueil. Alors, on est ravis de vous accueillir pour cette soirée. Merci beaucoup d'être ici. Donc, moi, je suis Eric, le fondateur de la CEC, et accessoirement le maître de cérémonie pour cette soirée. On y va. Qu'est-ce qu'on a au programme? On a une petite séquence autour de pourquoi on est ici ce soir. Donner un peu du sens à cette rencontre. On va avoir 4 lectures, 4 témoignages avec 4 dirigeants d'entreprise qui sont là, qui sont prêts, qui vont témoigner. On a aussi une surprise, donc on a appelé ça le trou normand. C'est une carte blanche qui a été donnée à Mathieu Briard, qui est ici présent. Je ne sais pas du tout ce qui se passera dans cette carte blanche, ça me stresse un petit peu, mais ça va être un grand moment. Donc merci beaucoup d'être là, Mathieu. Et puis on terminera pour essayer de prendre de la hauteur sur qu'est-ce qui se joue, et nous, ce qu'on appelle la théorie du monde poisson. C'est le titre du livre, pour essayer de mettre du sens et, comme disait Sarah, ne pas lâcher vers une théorie du changement dont on espère qu'elle vous donne de l'espoir. Donc voilà un peu les intentions de la soirée. Pour remettre le contexte je dirais, pourquoi on est là, je vais commencer par une toute petite question. On va faire un petit test. Quelles sont les personnes ici qui sont soit contributeurs CEC, soit alumni CEC, qui ont participé déjà à un parcours CEC? Je vous demande de vous lever, ceux qui ont déjà participé à un parcours CEC. Ok. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Merci à vous. On peut les applaudir. Les personnes qui sont, je dirais, des alliés de la CEC, de l'écosystème de la transition, de l'économie régénérative, donc les alliés de cette nouvelle économie, est-ce que vous pouvez vous lever? Les alliés. Ok. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Et on a ouvert cette soirée à d'autres inscriptions.
Donc je dirais les personnes qui viennent ici un peu pour découvrir, qui viennent voilà, un peu en observateur, allez-y, levez-vous, vous aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup d'être là. On espère que ça sera un moment convaincant pour vous. Alors, pour replacer le contexte, juste en 3 minutes, vous le savez, en fait, on parle d'un livre, mais on est dans un contexte où on est en ce moment en crise du système Terre. Vous le savez, on a 9 limites planétaires et on a une grande accélération sur nos dépassements des limites planétaires. On est passé de 2009 à 2023, de 3 limites planétaires dépassées à 6 limites planétaires dépassées. Et vous le voyez, il y a un phénomène d'accélération. Donc on parle beaucoup du climat, mais en fait, il y a d'autres limites planétaires qu'on est en train d'exploser actuellement. Et ici, on va parler d'économie, on va parler d'entreprise, on va parler de modèles d'affaires. Et les modèles d'affaires qu'on a aujourd'hui, je crois qu'il y a Fabrice Bonifay qui est dans la salle, ils sont essentiellement volumiques. Donc plus je vends, plus je gagne de l'argent. Extractivistes, vous avez là une mine de cuivre, donc on extrait, et linéaire. Donc, on va rejeter, on va polluer en fait en bout de chaîne. Aujourd'hui, au niveau mondial, 93% de l'économie est linéaire, seulement 7% est circulaire. Donc, on est en route très rapidement sur une crise. On parle beaucoup de la crise climatique, mais on a aussi une crise énergie, notamment en Europe. On a très peu d'énergie, de sources d'énergie. Une crise matière qui arrive aussi, avec des pénuries de matière. On a une crise des écosystèmes, de la biodiversité, du vivant. En fait, 60% de la biodiversité en Europe s'est effondrée dans les 40 dernières années. Et ça nous mène aussi vers une crise sociale, je dirais même une crise démocratique et une crise géopolitique. Donc en fait, ces crises, elles sont entremêlées et on est dans un moment de polycrise ou de crise systémique. Je sais que ça plombe un peu l'ambiance. Ce qu'on se dit, nous, à la CEC, c'est que quand on a une crise systémique, finalement, ce dont on a besoin, ce n'est pas de changer, de faire des opérations une par une ou un plan d'action avec plein d'actions. Il faut envisager un changement de paradigme. C'est vraiment une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle manière de prendre les décisions en entreprise, un nouvel imaginaire de succès. C'est ça qui peut changer la donne. Donc on est là pour envisager un nouveau paradigme pour les dirigeants du monde économique. Alors on est ici pourquoi? On est ici pour plonger, grâce à Louise, grâce à son livre, dans ce nouveau paradigme. Et vous allez le découvrir avec 4 exemples hyper concrets de 4 entreprises dans des secteurs très différents. On est aussi ici pour passer une bonne soirée. Donc normalement, on devrait s'émouvoir et rire ensemble aussi. Et on est aussi ici, c'est le moment un peu prévu pour la fin, pour prendre de la hauteur sur ce qu'il y a dans ce livre et ce qui se joue en ce moment dans le monde économique. Donc voilà, et puis aussi pour ceux qui aiment la littérature, on est ici, je crois, pour célébrer une rencontre qui est réussie. C'est vraiment notre conviction, mais vous allez nous le dire quand vous allez lire le livre. Mais une rencontre entre le monde littéraire et le monde des affaires. Et c'est très rare. Je pense qu'on a tous lu beaucoup de livres de business, que ça soit des livres où on est vraiment une belle écriture, une belle littérature. Et là, c'est ce que Louise a réussi à faire, ce qu'elle nous a proposé. Et donc, on est là aussi pour célébrer le talent de Louise. Donc voilà, monde des affaires, monde littéraire. C'est le moment de demander à François Saugier, qui est l'éditeur de L'Arbre qui marche, celui qui a eu l'idée, qui a une brillante carrière chez Amazon, donc le monde du business, tu connais bien aussi, de nous dire finalement quelques mots d'où est venue l'idée de ce livre. L'idée de départ, c'était de savoir si la CEC, ça marche. Est-ce que ça marche vraiment? J'ai rencontré Eric par Ashoka, il était fellow, moi j'étais mentor. Et quand je l'ai entendu parler, il parle très bien, je me suis dit, c'est intéressant, j'étais très curieux. S'il arrive à changer les entreprises de l'intérieur, c'est intéressant.
il y a peut-être quelque chose. Donc moi j'ai envie de comprendre, et puis il faut peut-être en parler, puis ça marche. C'était les deux choses. En même temps, j'étais sceptique. Je me disais, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que si on va voir 1 an, 2 ans après, dans les entreprises, l'énergie, elle se poursuit, elle se communique aux autres? Et j'avais aussi une forme de scepticisme qui vient du fait que je vois bien que c'est plus facile de créer des nouvelles activités, de changer le monde avec des entreprises nouvelles, où les actionnaires, les équipes, les clients sont alignés, que de le faire avec des entreprises qui parfois ont 100 ans d'âge et qui ont été construites dans un contexte très différent. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Louise. On parlait pour un autre projet, et puis plus je discutais avec elle, plus je me suis dit, en fait, elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est parfaite, elle est parfaite, c'est tout. Et, excusez-moi. Elle est parfaite parce qu'elle est sceptique comme moi, mais elle est compatible. Je sentais, je ne sais pas trop comment, qu'elle allait comprendre. Et puis, elle avait une écriture. Et c'est ça qui, me semble-t-il, a fait déclencher le projet. C'est cette idée qu'elle va écrire quelque chose de neuf, quelque chose qu'on a envie de lire, et quelque chose qu'on n'a jamais lu. Voilà. Donc on est parti. Alors c'était un peu risqué, parce que je ne sais pas si vous avez déjà construit des projets qui reposent sur une romancière sceptique. Bon, il y a une petite dose d'incertitude. Et en même temps, l'idée, c'était qu'il y ait du suspense. Et je voulais qu'il y ait du suspense pour le lecteur. Je voulais qu'il y ait du suspense. Du coup, il fallait qu'il y ait du suspense pour nous. On ne savait pas où on allait, en gros. On ne savait pas si on n'allait pas en sortir déprimé, à se dire, en fait, c'est que des bonnes intentions, il n'y a rien derrière. Ça n'aurait pas été un super livre, je pense, hein, mais c'était un risque. Et il fallait ça pour que ça devienne intéressant. Et alors, on arrive à ce livre métis qui mélange, tu dis, la littérature avec le monde des affaires, et qui, moi, me rend très heureux, parce que je pense que c'est ça notre mission, ma mission d'éditeur en tout cas, c'est la manière dont je le vois, c'est de prendre des réalités qui sont très éloignées l'une de l'autre, et de construire quelque chose par-dessus. Voilà. Et c'est un livre qui est aussi une réconciliation. Tu en parles dans ta postface d'ailleurs, pour une réconciliation. Et je pense que pour changer les choses, pour transformer le monde, il faut d'abord qu'on commence par se réconcilier. Voilà. Donc, merci à Louise, merci à toi, la carte blanche. Il y avait quand même un élément de risque. Moi, je risquais un peu d'argent. Toi, tu risquais quand même une réputation de la CEC. Et merci à tous ceux qui ont participé au livre, entrepreneurs, les gens de la CEC. Le message que vous... Parce que je pense que vous transformez la manière dont les gens perçoivent l'entreprise. Et le message, et vous accélérez ce moment où pour réussir, une entreprise doit contribuer de manière positive à l'ensemble. Il faut donner plus que ce qu'on reçoit. C'est ça que moi je retiens. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de votre engagement. Merci François. Merci beaucoup. Merci d'avoir cru en ce projet. Alors maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. Le moment où on va découvrir Louise. C'est un moment un peu particulier. Il se trouve que l'interview sur ce livre, comment il a été vécu, comment il a été écrit, elle va être proposée par Mathieu. Il se trouve que Louise et Mathieu sont en couple. Donc voilà, vous le savez maintenant. Et Louise est assez timide, plutôt à écrire plutôt qu'à faire des discours. Donc je vous demande d'avoir un accueil tout particulier pour qu'elle vive bien ce moment, les 15 minutes qui viennent. C'est parti! Bonjour, ça va? En couple, ça va? On est en couple, nous? Peut-être. Très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Briard. Donc, je ne suis pas que le mari de Louise Brouez ni le trou normand. Je suis aussi... j'ai le regard à gauche qui commence à changer un peu. J'anime une émission qui s'appelle Un café décroissant, dans laquelle je reçois à chaque fois un expert de la transition écologique et un humoriste. Donc là, je vais essayer de cuisiner un peu Louise comme ça. Ça va? Comment tu te sens? Et je me sens bien. Bah, super.
Je pense que tu es la personne qui sait le mieux comment je travaille. C'est assez difficile d'écrire comment travaille un écrivain. J'ai souvent beaucoup de questions là-dessus et je me faisais cette réflexion. Toi, tu sais ce que je fais à m'emmêler dans mon câble d'ordi, à tricoter l'alphabet, à rouspéter parce que ça plante. Tripoter l'alphabet? Ça commence maintenant, ce genre de... D'accord. Louise Broès, bonjour. Je vais essayer d'écrire quelque chose qui rend hommage à ton écriture si unique. Pour ça, tu me dis si c'est faux ou pas, mais très peu d'adverbes, des métaphores, des images inattendues et poétiques, quelques jeux de mots sur les poissons et tisser des motifs. Tout le monde entend bien? Cool. Rencontrer 6 dirigeants qui sont passés à travers les filets de la CEC, telle fut ton entreprise. D'entreprise, il y est justement question, toi qui l'as fui il y a des années. Depuis, tu mènes ta barque dans les méandres du monde littéraire au milieu des requins et autres éditeurs carnassiers. On peut dire qu'en lisant ce livre, j'ai bien mordu, on va continuer un peu les jeux de mots, j'ai bien mordu. Je trouve qu'en ces temps d'éco-anxiété, il donne la pêche. La pêche. Parce que tu nous fais plonger dans le courant de ceux qui agissent au quotidien dans leur boîte. Une belle brochette de dirigeants. La brochette n'étant pas la femelle du brochet, je préfère le préciser. Poisson qui était introduit dans la Seine et page 180. Ça, c'est une métaphore. Bref, c'est un vrai kiff de te lire et aussi frêle est ce kiff. On aime te suivre hameçonner les 6 poissons pilotes à la lumière et à l'ombre de ses voix. À la lumière et à l'ombre de ses voix, c'est beau ça, mais ça c'est de toi. Ça c'est de toi et c'est page 151. Ce livre m'a donné envie de te draguer. Non, pardon. De draguer le fond de mes certitudes et d'apprendre avec toi la simplicité, la sincérité et la robustesse, même si tu as le dauphin. C'est bientôt fini. T'as caché aussi un zeugma, qui est ma figure de style préférée. Oh là là, elle voit tout. T'expliqueras après ce qu'est un zeugma pour ceux qui ne comprennent pas. Moi j'ai encore du mal. Pour essayer de répondre à comment détourner un banc de poissons, je voulais pas demander à Poisson Chat GPT, alors j'ai demandé à YouTube. Le meilleur résultat est peut-être une vidéo de 3 minutes 03 qui explique comment monter son banc de poissonnerie. C'est comme ça qu'on appelle l'étal d'un poissonnier. On y écoute le responsable de la poissonnerie du Leclerc de Biscarrosse, qui je crois n'est pas encore passé par la CEC, mais est titré « Meilleur poissonnier Leclerc 2022 ». Tout ce que je dis est vrai. Toi qui n'aimes pas la compétition, tu le dis dans le livre, j'ai aimé apprendre qu'un vrai banc de poissons n'a ni leader ni hiérarchie. Et de fil de pêche en anguille, je suis tombé sur le dernier épisode de l'émission Le Monde de Jamy sur France Télé. À un moment, on y entend la nuisance du bruit des moteurs des bateaux dans la Méditerranée. Ensuite, ils nous font écouter un moment, sous l'eau, sans bruit de moteur. Et là, la voix off dit « On entend le chant des poissons ». Et on entend un cri de mérou, et le commentateur de dire « Au cœur de l'été, ce chant sert à attirer les femelles pour qu'elles viennent pondre leurs œufs. S'il est masqué par les bruits des bateaux, il y aura moins de bébés mérous. » Alors, je ne vais pas tenter d'imiter le chant du mérou pour toi, mais je me suis dit que finalement, ce livre était un chant de poissons et que la publicité, le greenwashing, le capitalisme ultra-financiarisé et l'hyper-pouvoir des actionnaires, ça c'est une phrase que j'ai rajoutée, que Eric a écrit dans la postface, était ce bruit qui empêche d'écouter ceux qui font les mérous de la CEC. Bon, c'est pas très flatteur, mais c'est pour la métaphore. Alors, bravo Louise, merci. Mon texte ne rend pas du tout hommage à ton écriture. Je crois que j'ai fait trop de jeux de mots sur les poissons. Tu parles beaucoup des mots en entreprise qui ont été vidés de leur sens, comme un vulgaire colin d'Atlantique Nord. Mais voici enfin la première question. Toi qui aimes la réciprocité, comment la littérature pourrait s'inspirer de l'entreprise et inversement ? Je vais expliquer d'abord ce qu'est un zeugma. Vas-y. Je vais prendre un exemple de Pierre Desproges. Mieux vaut s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse gauche. C'est ma figure de style préférée. À partir d'un verbe, mettre un sens propre et un sens figuré. Mieux vaut s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse gauche. Vous l'avez ? Il y en a à peu près 200 de façon dans le livre.
Je les ai toutes recensées. Je vais te les lire maintenant. Non, j'ai- Alors répète ta question du coup. Ouais, super. Toi qui aimes la réciprocité, comment la littérature pourrait s'inspirer de l'entreprise et inversement? Parce que tu dis souvent que dans le livre, tu as beaucoup dit que l'entreprise avait vidé certains mots de ses sens. Alors j'ai été longtemps obsédée de cette idée de la réciprocité, mais très récemment j'ai appris à la laisser partir dans le courant. Donc ça m'obsède moins que on puisse aimer quelqu'un ou quelque chose moins qu'il nous aime. Après, ta question est quand même intéressante. Et je dirais que, d'ailleurs, Violaine vient d'arriver, elle est poète, elle travaille sur la poésie en entreprise. Et je pense qu'il y a un boulevard à cet endroit-là pour travailler sur les mots. Jadis, je voulais faire des hôpitaux pour les mots malades. Et il y a beaucoup de mots qui sont un peu malades dans les entreprises. Quand je discute avec des amis qui sont dans des entreprises, il y a beaucoup de mots comme bienveillance, agilité, qui sont totalement vidés de leur substance. Donc on pourrait faire un hôpital pour les mots. Donc pas de réciprocité sur comment la littérature pourrait s'inspirer des entreprises. C'est ça que tu me réponds? J'ai pas d'idée. Très bien. Tu dis souvent que l'écologie est la science des liens. Tu as fait un pont dans la Reverdie, qui est à vendre là-bas, entre l'écologie au sens large et la littérature. Comment détourner un banc de poissons aux éditions L'Arbre qui marche? Je continue de faire de la pub. Est-ce que tu crois que une nouvelle science des liens pourrait être se mettre des claques les uns les autres? Vous l'avez? Parce que alors, avant de répondre à cette question, je vais faire un truc, on va faire un jeu ensemble. Je vais faire applaudir on fait ça en stand-up, on fait applaudir les gens. Par applaudissement, qui est-ce qui a lu le livre? Par applaudissement, qui est-ce qui l'a acheté mais l'a pas encore lu? Est-ce que tu veux poser une question par applaudissement? Non, pas à moi, tout court, au public. Oui, oui. Ça peut venir après? Est-ce que vous avez envie de lire la suite? Alors la claque, effectivement, c'est à chaque fois que j'allais interviewer, écouter donc, les 6 entrepreneuses qui sont dans le livre, il y avait ce moment où ils allaient me dire « Alors la CEC, j'ai reçu une claque ». Mais c'était tellement drôle, vraiment les 6 me l'ont dit. Alors la première fois, je savais pas, c'est la première fois que je l'entendais, j'étais avec Hugo qui avait reçu sa claque. Deuxième fois, je me dis « Tiens, claque ». Troisième fois, j'attendais le moment, et voilà, ça a été à chaque fois donc la claque. Donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être trouver un nouveau slogan pour la CEC autour de la claque. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est revenu chez eux. La claque, c'est à chaque fois tu veux que je le fasse? C'est à chaque fois, je sais pas si je vais le faire aussi bien que toi, mais du coup... Tu peux lui mettre une claque? Je peux lui mettre une claque, mais c'est à chaque fois qu'on découvre l'ampleur du dérèglement climatique via la CEC, on se prend une claque. Et du coup, tout le monde dit ça. Et je me dis, du coup, ceux qui ont reçu la claque pourraient continuer de la donner, en fait. Et ce serait une nouvelle science des liens, tu vois, où les gens se mettent des claques à l'infini. C'est ça que je voulais dire. Et toi, tu voulais expliquer la claque qu'on a à la CEC, tu veux réexpliquer? C'est une très bonne idée de transmettre la claque. C'est ce que j'ai un peu essayé de faire au début en 5 minutes. Mais c'est vrai que la CEC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un parcours de 12 jours pour des dirigeants d'entreprise. Il y a 2 jours sur 12 qui sont consacrés au constat systémique, au constat des racines en fait, des modèles économiques et de là où ça nous emmène, la trajectoire où ça peut nous emmener si ça continue. Et on pense que c'est hyper important qu'il y ait cette claque pour avoir un sursaut à la hauteur de la transformation qui doit être faite. Et c'est vrai que les 6 ont dit qu'ils ont vécu cette claque très forte de la CEC. Et si on pouvait la transmettre finalement à tous les citoyens aussi, de prendre conscience de ce qui se passe, ça nous réveillerait. Donc une très bonne idée. Merci. Dans le livre, tu parles beaucoup de ton pessimisme. Mais en quoi rencontrer les 6 poissons pilotes t'a transformé toi? Alors c'est ce que disait François, je commence le livre avec un certain pessimisme. Moi j'ai fait 5-10 ans de conseils en écologie dans les entreprises et il y a des choses auxquelles je crois moins. Et effectivement, c'était le pari du livre. Un livre est peut-être intéressant si on ne sait pas trop où on va, enfin, ou en tout cas si on a une intention de départ et qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent sous les écorces au fur et à mesure. Et donc moi je commence avec la narratrice commence avec ce pessimisme et c'est tout ce chemin qu'elle va faire. Et effectivement, je savais pas moi-même comment j'allais en sortir. Et
Et j'arrivais un peu dans une posture, on va pas me la faire, à moi. Et tous m'ont bouleversée. C'est-à-dire qu'à un moment, François, qui me faisait plein d'annotations, donc l'éditeur, qui m'emmerdait souvent, me dit Je confirme. Non, mais c'est vrai que ça a été un travail aussi très en lien avec François, et ça, c'était génial, parce que les éditeurs ne sont pas toujours aussi présents dans l'écriture. Mais à un moment, on me disait, mais enfin, est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Oui, enfin, il y a cette transformation qui se fait au fur et à mesure, qui suit un peu la courbe des 6 que je rencontre les uns après les autres, dans l'ordre qui est dans le livre, en fait. Et à un moment, j'écris, par exemple, j'ai pleuré ou ri à chaque fois. Et là, il me fait, bon, là, t'exagères encore. Mais non, j'ai vraiment, littéralement, pleuré et ri. Et d'ailleurs, eu mes règles, je crois, à chaque fois. C'est vrai. Enfin, en fait, en parlant 3-4 heures avec chacune, j'ai été émue à en avoir les larmes aux yeux. Et j'ai ri, évidemment. Et j'ai presque eu envie d'être embauchée, alors que moi je déteste l'entreprise, je l'ai quittée en claquant la porte il y a 10 ans. Il n'y a pas une seule des 6 où je ne me suis pas dit à la fin, s'il m'embauche, d'ailleurs proposition, hein, je dis oui. Et même Hugo, qui est donc le premier, qui est au premier rang ici et qui est le premier d'écrit, m'a dit quand je l'ai lu, j'étais en mode je refais mon CV, peut-être que je vais postuler dans les 5 autres. Et ça, je trouve ça beau, parce que j'ai réussi à transmettre. S'il y a une chose que j'ai envie de transmettre, c'est ton CV. C'est cette claque, c'est mon CV, c'est un Zeugma. Mais c'est cette envie, c'est cet intérêt, parce que c'est vrai quand on me demande de pitcher le livre, alors c'est l'histoire de 6 dirigeants, là ça y est, j'ai perdu tout le monde. Et en fait, moi j'ai plein d'amis qui travaillent dans des entreprises, pour certains qui souffrent, et je trouve que c'est trop important pour ne pas traiter cette question-là, et la traiter si on peut avec des nageoires, avec un peu de légèreté, avec émotion, parce que c'est aussi le pari de la CEC. Dans le livre, tu parles de ton papa, que je connais un peu. Je vais évidemment pas te demander qui tu préfères entre ton papa et ta maman, mais c'est qui ton préféré? C'est des 6 poissons pilotes. C'est une blague. T'es pas obligé de répondre. Tu peux répondre si t'as envie. Mon préféré des 6, C'est une blague. Hein. Chacun sait. Elle est trop forte. L'autre jour, je t'ai entendu souffler. Tu disais tout à l'heure que je suis aux premières loges, mais je t'ai entendu souffler. Quand on a entendu quelqu'un dire le plus beau, c'est pas les réponses, c'est les questions. Et t'as dit, oh, le ultra poncif et tout. Moi, je trouvais ça beau. Voilà. Alors, peut-être parce que je pose des questions. Alors, quel duo de. Je vais essayer d'innover du coup. Quel duo de questions-réponses t'as le plus marqué dans le livre? T'as compris la question? Non. Parce qu'elle est belle, ma question. Mise en abîme. C'est une mise en abîme. Alors. Moi qui posais les questions. Oui, mais ça, j'ai compris. D'ailleurs, ils m'ont pas posé énormément de questions. J'ai bien aimé en fait qu'ils me posent des questions. C'est pas ma question. Ils n'étaient pas tous tout à fait au même niveau d'écoute. D'ailleurs, celui qui n'écoutait pas n'est pas là ce soir, donc je vais pas le balancer non plus. Mais par contre, j'ai été touchée quand il y avait vraiment cette écoute et des questions posées aussi sur ce que je faisais, ce qu'allait être le livre, ce qu'était la littérature. Et donc j'ai été touchée quand il y avait des questions aussi de leur part, ce qui prouvait une attitude, pour revenir à ta première question, qui était un peu dans la réciprocité. Mais c'était pas ça ta question. C'était pas ma question. Alors, peut-être qu'elle est trop compliquée, mais en gros, c'est quel... Il faut savoir que je cuisine Mathieu depuis 3 jours pour savoir les questions qu'il va me poser ce soir, et comme vous le constatez, je n'ai rien pu savoir. Ouais. Parce que sinon, après, elle relit et tout, et elle me casse dans tous mes trucs. Et du coup, c'était quel... En gros, c'est duo de questions-réponses. C'est-à-dire, quelle est la... C'est pas quelle est ta plus belle question, mais à quel moment tu as posé une question qui est trop belle et qui a eu une réponse trop belle aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, quelle... Je ne sais pas si j'ai posé des belles questions, parce que j'avais un peu en tête des questions. François m'avait donné une grille de questions un peu imbitable quand on fait un audit d'entreprise, donc je ne m'en suis pas du tout servie. Et j'ai essayé de réfléchir à moi ce que j'aimerais savoir en étant extérieur, si je lisais un livre. Donc j'avais en tête 10-15 questions, je les avais notées quelque part, je les oubliais pratiquement à chaque fois, je t'envoyais un message pour que tu m'envoies des screenshots, enfin, c'était un peu gênant. Et après je dirigeais un peu le bateau comme ça. Et j'aimais bien, j'avais mes petites questions de la fin qui étaient plus d'ordre émotionnel. Donc c'est cette question que j'aime. Quelle est ta plus grande peur? Un peu comme dans le questionnaire de Proust.
Est-ce qu'on voit les nuages ou des arbres depuis la fenêtre de ton bureau? Quel est ton rêve d'enfant? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants? C'était ces questions-là que j'aimais poser. Et il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Ah d'accord, moi en vrai j'avais fini, donc c'est cool. Si, une question qu'il faut qu'on te pose, c'est quelle est la question qu'on t'a pas posée alors? Et que tu aimerais qu'on te pose? Que les 6 m'ont pas posé, ou que globalement, de façon extrêmement générale? Alors globalement dans la vie, quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée? Non, c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que t'aimerais de quoi t'aimerais parler là? Une carte blanche dans la carte blanche de 2 minutes. Eh ben, je voudrais parler de la tendresse, parce que comme dit la dernière, la romancière polonaise, dont je ne prononcerai pas le nom là, qui a eu le prix Nobel l'année dernière, c'est la tendresse qui fait parler une théière. J'adore cette phrase. Je viens de vous d'ailleurs. Et je vais servir, t'inquiète. j'ai été extrêmement. C'est vraiment l'émotion qui m'est restée. Vous allez voir si vous lisez. C'est un livre où parfois pas qu'il y a des pics, mais je cherche la petite bête. Je pose beaucoup de questions. Peut-être, j'espère qu'il n'y a pas de jugement, mais il y en a forcément un peu. C'est ma perception des choses. Mais ce qui me reste comme sensation, c'est vraiment ça, la tendresse, parce que c'est toi qui l'as dit, mais je crois qu'on est nombreux à l'avoir dit. C'est des personnes qui agissent. Ça, c'est un peu bouleversant. Et ça m'a beaucoup reliée. Tu parlais de mon père. Je crois que tu allais me demander si je préférais toi ou mon père. Ça m'a beaucoup reliée à mon père, à l'histoire de mon père. Là, j'avais la réponse tout de suite. Et, parce que mon père était donc entrepreneur, pépiniériste. Et moi, j'ai refusé de reprendre la pépinière quand j'avais 20-25 ans. Et je ne savais pas vraiment pourquoi. Et ça m'a permis de mieux savoir pourquoi et de beaucoup mieux connaître mon père aussi. Et quand mon père a lu le texte, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée aussi. Il a dit, ça raconte vraiment ce que j'ai vécu, même si c'était plutôt la génération d'avant. Ça raconte des choses qui sont très fortes, très intimes. Et il m'a dit cette chose, et c'est peut-être ça qui m'a le plus touchée. Ce que j'aimerais, c'est partir en car avec eux, faire la fête tout un week-end et discuter avec eux, donc finalement peut-être faire la CEC. Et c'est ça qui m'a le plus touchée. Merci beaucoup pour cette interview sur un fil entre vous deux. On est lancé. Donc maintenant, après cette introduction, on va aller dans le livre. Le livre, donc, c'est 6 portraits. On a 4 des dirigeants qui ont été enquêtés par Louise, qui sont là ce soir. On va commencer par appeler Hugo, venir s'installer, qui est le dirigeant des brasseries Pietra. Si vous avez voyagé en Corse, vous connaissez forcément les brasseries Pietra. Il faut savoir que Hugo aussi va nous régaler avec des bonnes bières à la fin au cocktail. Il était participant de la première CEC, donc il a pris une claque en septembre 2021. Et voilà, je pense que ce qu'on va vous proposer comme format, Louise va lire pendant à peu près 1 minute son texte. Puis après, on va avoir des questions pour Hugo. C'est parti. C'est extrêmement gênant. Hein. Mais je vois qu'Hugo a mis des chaussettes blanches. T'as mis des chaussettes blanches? T'as pas mis de chaussettes? Parce qu'on me demande souvent le point commun entre les 6 dirigeants. Ils avaient tous des chaussettes noires. Je laisse ça à l'interprétation de chacun. Et du coup, je vois que tu as changé. Ce livre t'a changé. Alors, je vais vous lire, donc, pour les 4 qui vont venir s'asseoir là, la première page à chaque fois du témoignage. Et puis après, on les laisse réagir. C'est une histoire qui prend corps au musée du Louvre, section Mésopotamie. Je pensais partir en Corse 1 semaine avec mes enfants, voyager sur un bateau une journée entière, avoir la nausée, vomir et me baigner 3 fois par jour dans la mer. Mais je retrouve Hugo, qui vit entre Paris et la Corse, dans un café à Bastille qu'il a choisi. Comment vais-je vous reconnaître? C'est ce que je tapote rapidement sur mon clavier de téléphone tout en garant mon vélo électrique dont on ne m'a pas encore volé la batterie. J'ai l'impression d'aller à un rendez-vous Tinder. Je m'attends à une réponse détaillant un aspect physique, une phrase un peu crâne. Je suis roux et je porte des chaussettes roses. Mais non, je reçois en réponse un simple « Je suis à droite en entrant ». J'aime cette simplicité. J'espère que cela n'a pas à voir avec son orientation politique. Et après tout, pourquoi pas? Je suis une femme de nuances.
Je suis prête à tout pour écrire ce livre, mais pas encore tout à fait à renier mon pessimisme. La première question qu'on voudrait te poser, Hugo, c'est toi, comment tu as vécu les moments avec Louise et quand tu as lu ce portrait, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu veux nous partager? Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Alors déjà bravo. Très, très belle lecture. Bravo, c'est un très bon livre. Alors beaucoup d'émotions qui se sont un peu... pas mal d'émotions à ce moment-là quand il y a eu ce premier contact. La première, c'était un peu une forte curiosité, voir ce que ça allait donner quand même. Parce que tu dis, bon, tu dis effectivement, 6 dirigeants, on va rentrer dans le détail de la CEC, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu? Quand on rentre dans la CEC, on prend effectivement une grosse claque. C'est assez massif, on va le répéter, mais c'est vraiment, c'est quasiment physique. Ça vous rentre dans le corps, ça vous prend, ça vous transcende, ça vous embarque. Et du coup, de se remettre là-dedans, parce que la CEC vous lance dans quelque chose, et après, au quotidien, ça vous obsède, mais ça vous anime, ça vous porte, et ça vous fait aller à quelque part. Mais du coup, se remettre au moment, grâce à cet échange, où on prend la claque, c'est super fort. Donc on a comme ça, pendant 3-4 heures, ces moments où on échange, on discute, et on dit, bon alors déjà, on va te remettre la tête sous l'eau, comme ça, tu vas te reprendre bien la vague d'émotions que tu as eue, et en plus, tu vas devoir en parler, et tu vas devoir en parler un peu sans maquillage. Parce que les questions que tu poses, elles sont quand même assez intéressantes, et elles ont cette capacité à t'amener à un endroit où effectivement, au début tu te présentes par un peu toi, et puis après, on va dans des choses, comme tu disais, un peu questionnaire de Proust, et c'est là où je trouve que ça prend forme, où on rentre dans une notion quasi d'une sorte d'intimité émotionnelle, où on sent qu'on va aller chercher les choses vraies. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette rencontre. Merci Hugo. Une autre question, puisque toi tu as finalement récupéré l'entreprise de tes parents qui se sont installés en Corse et qui a lancé les Brasseries Pied 3 dans les années 90. Et là tu as une feuille de route de transformation hyper ambitieuse. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots ce que tu as fait en fait depuis 2-3 ans, sachant que chaque portrait va le décrire aussi, hein, il y aura même des données carbone, mais très concrètement, tu fais des choses très puissantes. Est-ce que tu veux nous donner 2-3 exemples? Alors, je crois que tu m'avais laissé 10 minutes. Non, en fait, effectivement, quand je pense que quand on a une fibre, je sais que tu n'aimes pas le mot environnemental, mais quand on a une fibre un peu verte, un peu écologique, et qu'on fait la CEC, après on sort bouleversé, et on se dit, tiens, maintenant, il faut qu'on accélère quelque chose qu'on avait déjà enclenché, mais il faut qu'on accélère, qu'on aille beaucoup plus vite. Et la CEC, elle a le mérite vraiment de donner des outils, au-delà d'une motivation et d'une envie forte. Elle vous donne aussi un cadre, elle vous donne des outils, elle vous met dans un réseau, dans un écosystème de gens qui vous montrent que vous n'êtes pas seul. C'est ultra rassurant, c'est ultra réconfortant. Et du coup, vous dites, ok, go, on avance. Il y en a plein qui avancent, il y en a plein qui sont copains avec vous, il y en a plein qui veulent qu'on avance ensemble. Et bah, du coup, vous commencez à avoir une vraie méthodologie sur énormément de points, et vous sortez de là en vous posant, bah, tiens, en fait, moi, aujourd'hui, je produis quelque chose, et est-ce que ce que je produis là, si je fais rien, dans 20 ans, ça existe encore, quoi. C'est un peu la question. Alors que je pense on a tous plus ou moins un stade avancé dans son entreprise, mais moi j'ai la chance d'être rentré dans l'entreprise assez jeune, j'avais 27 ans. Vous vous projetez dans une entreprise familiale à long terme. Oui, bon, je ne suis pas rentré à 27 ans dans une entreprise familiale pour sortir dans 5 ans. Donc à quoi ça ressemble dans 20 ans? Et là, vous vous dites, bon, est-ce que si je fais rien, on est encore là? La réponse, c'est pas non. La réponse, pas oui non plus. Alors, si la réponse n'est pas oui, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être encore là dans 20 ans? Et pour être encore là dans 20 ans, c'est-à-dire qu'il faut être une entreprise qui dure, et une entreprise qui dure et qui est durable, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui est durable et qui va dans le temps. Et là, vous regardez tous les facteurs, et la CEC vous donne ces clés, tous les facteurs qui vont faire en sorte que vous n'êtes pas là
Non, attends. Alors là, vous avez une méthodologie qui est magnifique, qui est parfaite. Après, à vous de mettre le rythme que vous voulez. Mais vous avez une feuille de route. Vous sortez de là avec une feuille de route. Le tempo, c'est le vôtre. Vous êtes maître de votre tempo. Vous pouvez plus ou moins vite, en fonction de votre secteur, évidemment. Par contre, après, quand vous vous mettez dedans, bah, alors là, vous êtes embarqué et puis vous vous arrêtez pas. Puis là, il y a le whisky qui arrive en plus, 3 ans plus tard. Alors ça vous remet vraiment une couche, c'est génial. Et vous voyez qu'effectivement, en 3 ans, vous avez fait beaucoup de chemin sur beaucoup de choses, l'énergie, les consommations d'eau, les consommations de gaz et la manière dont on s'inscrit dans son territoire. Dire que je vous ai tous harcelés, mais peut-être toi particulièrement, par texto, mais c'est des dizaines et des dizaines de textos pour recevoir le chiffre, le truc, le document, l'article, voilà. Donc merci d'avoir répondu à tout ça et pardon de vous avoir harcelé. Et peut-être une dernière question pour toi, Hugo, sur ton territoire, la Corse. Comment justement tu vois cette projection des brasseries Pietra, sa contribution au territoire et ta relation au territoire? Mais en fait, elle est ultra intime. Parce que nous, globalement, ce qu'on fait, c'est de la bière. On produit une boisson un peu de plaisir. On est là aussi pour amener les gens dans un univers de prise de plaisir et de consommation agréable. On ne peut pas faire ça si on dit qu'on va puiser dans les ressources ou avoir des gaz à effet de serre ou avoir un impact négatif sur notre écosystème, enfin, proche ou pas proche. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens prennent du plaisir, mais sans avoir d'impact? Et ben, c'est là où justement, on va se dire, l'eau, on ne va pas en consommer. Alors, pour ne pas consommer d'eau quand on fait de la bière, c'est quand même. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions, il faut innover. C'est de la technologie, c'est de l'ingénierie, c'est de l'accompagnement, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est la ressource déployée. C'est aller chercher aussi des solutions à droite à gauche. La CEC permet de créer cet écosystème où justement vous avez comme ça des gens motivés et qui ont aussi fait leurs preuves, et ça vous embarque. Donc oui, moi je dirais vraiment s'inscrire dans son territoire, c'est faire en sorte que son territoire et vous fassent quelqu'un. Merci beaucoup. Merci Hugo. Alors on va changer de secteur, on va aller dans les cosmétiques. Je vois Sophie qui est là-bas. Sophie, c'est à toi. Sophie, donc c'est la DG des laboratoires Expanscience. On a son portrait aussi. On peut dire que tu es un petit peu médiatisée depuis la CEC. Et là, c'est vrai que le portrait de Louise montre un angle vraiment différent. Et je te propose, Louise, de faire une lecture et puis d'avoir les réactions de Sophie. Je vois beaucoup de gens sourire dans l'assemblée, c'est vraiment agréable. Et je voulais dire juste quelque chose qui parle beaucoup du livre. Tu disais tout à l'heure si tu devais ajouter quelque chose. Une anecdote, je crois, qui résume bien le livre. Et peut-être si je devais le pitcher, je dirais ça plutôt que je suis allée à la rencontre de 6 dirigeants en veste verte. C'est qu'à un moment, il y a quand même cette histoire, ce qu'on se joue là, de relecture. C'est un livre, donc il y a une distance. C'est pas tout à fait moi qui raconte, c'est la narratrice. Et puis les dirigeants, c'est une facette d'eux, c'est ce qu'ils ont bien voulu me raconter. Mais il y a eu des relectures par tout le monde, par toutes les personnes qui avaient participé. Et il y a une personne, je ne citerai pas l'entreprise, c'est une personne dans les équipes d'une entreprise qui a voulu, parce que c'est sa façon de faire, c'est son métier, qui a voulu vraiment relire, faire un suivi des modifs. Et c'est ça, c'est un peu devenu 3 pages de communication institutionnelle d'entreprise. Et là, François m'a dit, ça dégage. Donc c'est pour vous dire que le reste du texte, ce n'est pas ça. Et c'était pas ma boîte, hein, je tiens à le dire. Voilà. Parce que tu le dis quand c'est moi qui arrive. Je l'aurais pas fait au moment de... Voilà. C'était mon trou normand, écoute. Alors, donc je vous lis la première page que j'ai écrite pour le portrait de Sophie. Je ne savais pas que ça ressemble pas à ce qui est dans la presse sur toi, donc ça me réjouit que ce soit un portrait, comme tu disais, un peu différent. J'arrive un matin chez elle, au sein d'un havre de paix en banlieue de Paris. Nous nous installons dans le jardin. Elle me fait remarquer les courgettes et les tomates qui poussent et mûrissent déjà. Cela la rend heureuse. Je la suis à la cuisine pour préparer du café et c'est là que je le vois, son vernis vert. Je porte aussi du vernis vert, une nuance plus fluo, et autant dire que je tombe rarement sur une autre personne qui en porte. Je lui fais remarquer. D'ailleurs, les petits bols en céramique pour le café sont verts aussi. Toutes ces nuances de jungle, dès mon arrivée, à m'en donner le tournis. Mais tout de suite, Sophie est sur ses gardes.
Ah non, tu ne vas pas parler de mon vernis, s'il te plaît. Il y a déjà tout un article sur moi dans La Croix où il n'a été question que de ma salopette. Alors non, pas de cette fois, j'en ai marre qu'on parle de ces détails physiques parce que je suis une femme. Je tente de la rassurer, je parlerai autant de son vernis sapin et de ses pieds nus glissés dans des tongs que des chaussettes d'Hugo et des arcs-en-ciel de Christophe. Elle respire, sourit et me tend un café. La veille, je discutais au bac à sable de ce projet de livre avec une amie qui me disait à quel point Mustela, ses pots en plastique, ses lingettes et son huile d'avocat lui paraissaient totalement bullshit. Voilà, je m'assois en face de Sophie sur la terrasse, je sors mon carnet et mon crayon, je lance l'enregistrement sur mon téléphone et j'ouvre mes écoutilles. Je suis là pour savoir si mon amie se trompe, je suis là pour espérer qu'elle se trompe. Écoute, même question peut-être, Sophie. Ta réaction, toi, comment tu as vécu la venue de Louise chez toi et la lecture de ce portrait, la fidélité ou cet nouvel angle de vision, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh ben, c'était un beau moment. J'étais méfiante, parce que, pas vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de la démarche, parce que j'ai un gros enjeu, c'est que je ne veux pas qu'on personnalise les redirections écologiques des entreprises. On est dans une société un peu du spectacle, de l'influenceur, de la star, etc. Et il y a un vrai problème en fait à faire ça, parce que ça risque de donner la sensation que finalement c'est qu'une question de personne. Et ça doit être systémique, le changement qu'on doit apporter. Ça ne doit pas dépendre du dirigeant. Faut éviter les Faber, quoi. Non pas que ce soit lui qui l'ait cherché à l'être, tu vois, mais quand il est parti, on a dit, ah bah voilà, du coup, Danone, c'est fini. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce que les entreprises, en tant qu'institution, en tant que personne morale, se changent profondément. Et puis, j'ai un deuxième truc qui est que je cherche absolument à faire en sorte que ce soit un projet collectif. Et c'est un projet collectif chez nous, en tout cas. Donc, il ne faut vraiment pas qu'en interne, mes salariés se disent « Ah ouais, d'accord, donc en fait, elle tire la couverture à elle, c'est elle la star, etc. » Et nous, on trime pendant ce temps-là, et puis c'est elle qui prend la lumière. Donc, il y a un gros sujet, et c'est vrai que, sûrement parce que je parle bien dans les médias, vous m'avez beaucoup tendu le micro, mais maintenant, systématiquement, quand j'ai des demandes, je dis « Ah ben machin est vachement mieux placé que moi pour prendre la parole sur tel sujet ». Mais c'est dur, parce qu'en fait, tu as plein de médias ou de talks où tu te dis « Ah non, mais c'était parce que je voulais que ce soit vous ». Et donc maintenant, je dis « Bah non, bah, du coup, ce sera personne ». Donc, mais je pense que c'est vraiment important en fait, qu'on arrive à pas créer un espèce de SAR système des DG, quoi. C'est con de faire ça. Donc, bah, en vrai, ouais. Mais du coup, j'étais vachement intéressée parce que d'abord, tu as placé le dialogue sur de l'intimité, et puis aussi c'était une forme de sororité, bon, c'est un mot hyper à la mode, mais que j'ai ressenti. Donc je me suis pas sentie du tout en danger, c'était hyper agréable pour ça. Après, moi je suis une bonne élève, hein, donc j'avais préparé ma feuille de route, la méthode, le machin, et c'était rigolo parce que vous doutez que ça te faisait un peu chier les chiffres. Donc je disais oui, donc il s'est passé ça, et alors j'ai la preuve et tout. Oui, on verra plus tard. Et donc après, effectivement, au bout de 3 semaines, bon, mon éditeur m'a demandé des chiffres. Est-ce que tu peux me les envoyer? Oui, bien sûr, j'ai tout préparé. C'était rigolo. Et d'ailleurs, on a eu un échange après. Tu m'as écrit juste pour m'envoyer le livre et tu m'as dit vachement bien, vachement de chiffres. C'est mon petit côté bleu. Donc j'ai bien aimé ça parce que ça a permis d'aller au-delà de ça. Et on a beaucoup parlé aussi de comment on embarque les personnes. Tu parlais de la peur qu'on peut avoir. Moi, la grande peur que j'ai, c'est que les gens se crament. En fait, j'ai un mari qui dirige une ONG et je vois bien à quel point, quand tu remets du sens dans l'action, bah, dans un monde comme le nôtre, c'est hyper dangereux en fait, parce que les gens s'investissent beaucoup et du coup, ils se prennent des murs, des déceptions, ils mettent beaucoup d'eux-mêmes dans leur action. Et donc, il y a un travail aussi de faire en sorte que les gens de la boîte à la fois soient très investis, mais en même temps se disent pas qu'ils portent toute la charge mentale de sauver le monde, quoi. Voilà. Donc il y a tout ça qui est passé dans nos discussions et c'était agréable. Et je l'ai vachement ressenti à la lecture du bouquin,
cette humanité que tu arrives à faire ressortir de nous tous d'ailleurs. J'ai trouvé super intéressant le sujet de ton père. Moi aussi, j'aimerais le rencontrer. En plus, plus tard, j'aimerais bien avoir une pépinière. Donc, moi, je peux reprendre ta pépinière. Voilà. Et après, il y a eu un moment où je me suis dit, merde, c'est que tu as demandé à avoir les numéros de téléphone de certains de nos salariés, y compris des gens qui étaient peut-être moins dedans. Il y a une personne que j'adore dans cette entreprise parce que justement, il me balance toutes les contradictions, toutes les difficultés, le côté sceptique qu'il peut y avoir dans une boîte. Et donc, j'ai vraiment besoin de son regard critique. Et en revanche, c'est quelqu'un qui prépare pas trop les trucs. Et je trouve qu'il t'a fait des réponses un peu caricaturales. Et que du coup, on a l'impression que c'est quand même un peu le con de service. Alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, j'étais emmerdée. J'avais envie de lui dire, ah, mais t'aurais pu faire un peu mieux dans ta critique. Mais bon, je pouvais pas faire ça. Parce que l'idée, c'était qu'il soit le plus nature possible. Mais voilà, je me suis dit, c'est dommage parce qu'en fait, cet œil critique, moi, j'en ai besoin. Je le valorise vachement. Et il est caricatural dans son propos, mais en fait, au fond, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire en sorte que ça marche mieux. Et bon, ça, on ne le ressent pas forcément dans ton bouquin, mais c'est de sa faute à lui. Hein, voilà, il est comme il est. Ah ouais, merci beaucoup déjà pour tous ces éléments. Peut-être comme on a beaucoup de personnes dans la salle qui découvrent aussi cette nouvelle économie qu'on appelle l'économie à visée régénérative, on peut profiter, Sophie, comme tu es et ton entreprise un peu fer de lance quand même, reconnue comme telle dans plein de sujets de recherche. Qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots sur la visée régénérative? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous prenez vos décisions? Et peut-être donner 2-3 exemples. Comme ça, on peut se raccrocher à du concret sur Mustela. Ok. La première chose qu'on a tirée de cette CEC, ça a été d'être capable de répondre à la question, si on cessait d'exister, si notre entreprise cessait d'exister, est-ce qu'elle manquerait à quelqu'un? Et si la réponse est non, il faut se reposer la question du sens de la boîte, à quoi elle sert, pourquoi elle a été inventée, qu'est-ce qu'elle met sur le marché, qu'est-ce qu'elle produit comme valeur, etc. Donc on s'est posé cette question, la réponse était un peu non quand même. Donc du coup, ça a été une vraie remise en question du sens de nos produits. Évidemment, si tu demandes à un acheteur de Mustela, il va dire « Ah mais si, j'adore les produits », mais dans un cas de guerre, d'effondrement, de mode dégradé de nos sociétés, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de nos produits qui sont essentiels, qui sont dans le Nexus? Non, pas beaucoup. Quelques-uns, potentiellement, parce qu'on a quand même besoin de se laver, mais voilà. Donc là, la base de notre remise en question, c'est ça, déjà. Et puis après, c'est aussi donc, de se dire, OK, on a une étoile, il faut qu'on soit super essentiel dans tout ce qu'on offre, tout ce qu'on met sur le marché. Évidemment, tout ce qu'on produit, il faut aussi qu'il soit compatible avec les limites planétaires. Ça prend énormément de temps, mais donc c'est remettre des monitorings de tout ce qu'on fait. Quand on veut lancer un nouveau produit, on se pose la question de son utilité, mais aussi de est-ce qu'il apporte un vrai mieux en termes d'usage de matières utilisées, d'énergie utilisée, etc. Donc des ACV et plus. Donc c'est changer la manière qu'on a en interne de fabriquer nos produits, de les penser, de les concevoir, et voire de les reformuler, aller jusqu'au renoncement. On a beaucoup parlé de ça aussi dans les médias, qui était le renoncement à certaines catégories de produits, donc les lingettes. Voilà, ça y est, on arrive bientôt, hein, c'est 27 officiellement, et maintenant on a déjà baissé de 60% le volume de nos lingettes mondialement. Donc c'est bien parce que ce ne sera pas une douleur l'année en question, c'est une petite douleur progressive à laquelle on s'est fait. Donc des renoncements. Donc ça c'est vraiment sur la capacité à revoir complètement notre offre. Et puis après, il y a les modes de production. Donc c'est avoir une usine qui soit plus en risque, en dépendance vis-à-vis des ressources, de l'eau, de l'énergie. Et donc là, ça y est, on a lancé un programme d'investissement de plus de 70 millions d'euros sur une boîte qui en fait 400 à peine de chiffre d'affaires. Donc c'est un gros investissement sur une dizaine d'années qui nous rend moins dépendants à l'eau, à l'énergie, qui fait en sorte... alors on a des subventions, d'ailleurs l'ADEME nous soutient, donc c'est bien. Moi, je ne suis pas trop à gueuler sur l'ADEME, parce que je pense que d'ici 5 ans, elle n'existera plus, mais profitons-en. C'est quand même possible que ce soit encore plus paupérisé dans les années à venir. Donc, il faut investir le plus vite possible sur ces sujets. Voilà. Et puis après, il y a un gros enjeu de coopération dans notre feuille de route, qui est de ne pas y aller seul, puisque si on est tout seul à arrêter les lingettes, mais que Pampers vend
plus de lingettes et donc se rafle tout mon marché, ça n'a aucun intérêt. Donc là, il y a un vrai travail d'aller chercher les compétiteurs et leur dire faites comme nous. Donc on l'a fait sur le vrac. Petit à petit, on est maintenant une dizaine d'entreprises à se lancer sur le vrac en pharmacie. Sur les lingettes, on va commencer cette année. Et c'est marrant parce que maintenant, c'est les autorités réglementaires, les ministères qui nous appellent en nous disant bon, sur les lingettes, on a entendu dire que vous vouliez faire un consortium pour renoncer aux lingettes ou au moins renoncer au plastique dans les lingettes. Donc ils nous ont pris avec eux sur ces sujets-là pour faire des grosses campagnes, aller chercher les concurrents et leur dire on va mettre la misère au sujet des lingettes à partir de 2026, donc un an avant l'arrêt, en disant pourquoi c'est dégueulasse, etc. Donc soit vous rejoignez notre consortium et vous parlez avec nous sur ces sujets-là, soit vous allez vous prendre un bad buzz énorme. Et donc c'est intéressant de voir que maintenant c'est devenu un peu notre marque de fabrique, cette idée d'aller chercher les autres, qui sont souvent beaucoup plus gros que nous d'ailleurs, pour les amener à remettre en question leur modèle. Voilà. Et puis après, un gros embarquement interne aussi. Là, c'est le gros de mes sujets en ce moment. C'est comment on change la culture, comment on fait pour que le fond de l'entreprise ait les moyens de ses ambitions et que les gens ne soient pas en souffrance en permanence à l'idée de venir bosser, quoi. Un grand merci, Sophie. Bravo. Reste là. Alors voilà, on en a 2 sur 4. Ce qu'on vous propose, on a un peu une tradition dans la CEC. Pour les nouveaux, on va vous donner les consignes. C'est un petit moment de parle à ton voisin. Donc on va vous demander de parler pendant 2 minutes avec votre voisin de droite. Avec ce que vous venez d'écouter. Qu'est-ce qui fait écho avec mes propres réflexions, et de préparer une question. Quelle question j'ai envie de poser? Alors, c'est une question à poser avec à Sophie ou à Hugo. Ok. Bon, c'est vrai qu'avec les consignes, parler avec votre voisin de droite, c'était pas forcément simple, mais vous y êtes arrivé. Donc maintenant, on va prendre 2-3 questions. Pour Sophie, pour Louise ou pour Hugo. C'est parti. Ouais, super. Je vais faire le circulaire de micro. Hop. Bonjour. Juste une question pour Hugo, parce que ça nous a interpellés. Hugo, vous avez dit qu'en fait, pour faire de la bière, vous utilisiez pas d'eau. On se dit, mais comment ils font, en fait? On s'est dit, est-ce qu'il y a une multiplication de la bière avec les... On ne sait pas, en fait. Comment on fait de la bière sans eau? Non, alors aujourd'hui, on fait de la bière avec de l'eau. Tout l'enjeu, c'est justement de se dire, pour faire de la bière, il faut de l'eau. Et l'eau, c'est une ressource super fragile. Moi, je trouve que c'est vraiment le sujet des 10 prochaines années ou des 20 prochaines années, c'est l'eau. Et en plus, on est en Corse, un peu chaud. On est dans une zone de stress hydrique et nous, on l'est d'autant plus. Bon, il y a un truc qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se dire, je continue à faire de la bière, mais par contre, je n'ai pas d'impact sur l'eau dans mon écosystème? Alors là, il existe des solutions. Alors, c'est des solutions qui, globalement, quand on a commencé à y penser, même interdites. C'est-à-dire se dire, on va prendre de l'eau, on va faire de la bière, on va nettoyer un peu tout ce qu'il faut pour faire de la bière. Aujourd'hui, on envoie en station d'épuration municipale. On va se dire, tiens, ça, au lieu de l'envoyer en station d'épuration municipale, on va aller dans notre station d'épuration et on va s'en resservir. Sauf que s'en resservir, on n'avait pas le droit. Par contre, on s'est dit, bon, là, on est en train de se faire une solution. Vous avez 90% de la planète qui rêverait d'avoir cette eau-là parce qu'elle est potabilisée. Ça ne peut pas durer, le fait que ce soit interdit. Donc on bosse, on attend que ce soit possible. Puis quand c'est possible, on dépose un dossier. Là, je te rejoins sur le côté l'ADEME. Il faut vraiment s'emparer des accompagnements proposés parce que vous avez vraiment des forces en présence qui veulent vous accompagner, qui le font très bien, je trouve. Bon, pour le coup, le service de l'ADEME, magnifique. Et donc voilà, vous avancez et vous arrivez vers des solutions qui vous permettent d'être complètement en circuit fermé et de ne pas avoir d'impact sur vous. Oui, effectivement. Oui, donc en fait, pour faire de l'eau, globalement, vous avez besoin d'eau pour faire de la bière. Et puis après, vous avez besoin d'eau pour nettoyer tout ce qu'il y a autour. Donc là, ce dont on servirait, c'est pour nettoyer tout ce qu'il y a autour, qui est globalement à peu près 3 fois le besoin qu'on a pour faire de la bière. Ah oui.
Oui. Bonsoir Samuel. Moi j'ai une question pour Louise. Louise. C'est sur la littérature alors. Oh, alors presque. Comment tu as fait ton marché au milieu du banc de poissons? Comment tu as choisi tes 6 pilotes? On m'a présenté tous les dirigeants, ils sont combien 1400. Donc j'ai passé une semaine, voilà. Et j'ai choisi ceux qui, voilà, c'est pas que c'était les mieux, mais ceux avec lesquels ça résonnait le plus. Non, en fait, comment ça s'est passé? Alors moi, je voulais 3 hommes, 3 femmes. Je voulais des situations géographiques variées. Je voulais des secteurs d'activité variés et je voulais des secteurs d'activité qui soient parlants. Parce que là, les lingettes, la bière, la vedette sur la scène, les meubles, ça vous parle. Donc c'était un peu mon cahier des charges à la base. Et après, j'ai laissé au bon soin d'Éric le choix et voilà. Voilà, diversité géographique aussi des secteurs. Et puis on avait vu, nous, les 150 feuilles de route de la première CEC. Et donc on allait sur des feuilles de route qu'on pensait qu'elles seraient inspirantes pour le lecteur. Merci de la question, Samuel. Allez, dernière question, et puis on enchaînera. Oui. Bonjour Florence. Ma question s'adresse à Sophie. Sophie, vous avez dit effectivement que vous avez été très pionnière dans votre entreprise et que ça pouvait créer de la rétention au changement, la réticence au changement, pardon. Moi, ça m'intéresse de savoir justement comment vous avez réussi à créer de l'adhésion, à faire en sorte que vous ne soyez pas juste les 2 personnes qui ont fait la CEC qui participent au projet, mais qu'il y ait une vraie dynamique et une vraie envie de tout le monde de suivre ce projet. Alors, je corrige un petit point. Moi, quand j'ai rejoint Expanscience, c'était déjà une boîte qui était Bicorp. Et il y avait, par rapport à d'autres boîtes, j'ai passé 15 ans chez L'Oréal, un bon gros niveau quand même de motivation. Donc, je ne suis pas arrivée dans un espace totalement stérile, pas du tout. En revanche, après la CEC avec Karen Lemasson, qui est la directrice RSE du groupe, on s'est posé la question de ça suffit pas de dire aux gens il y a notre certification Bicorp à renouveler, etc. Il faut les amener à comprendre comme on comprend le constat des limites planétaires dans sa totalité et donc accepter finalement que le coup est parti, qu'on ne va pas devoir attendre avec espoir que ça s'arrange. Et donc le gros enjeu de la première année post-CEC, ça a été d'adresser une formation à 100% des 1300 salariés sur les limites planétaires, donc les faits scientifiques, parler à la tête, accueillir, c'est pareil, c'est des modes, accueillir leur émotion, parce que globalement ils étaient tous très furax, mais on l'est tous, une fois qu'on sait, il y a une colère, des salariés sur le terrain, les commerciaux qui disaient vous nous avez poussé pendant des décennies à mettre des bouteilles plastiques par milliards dans les pharmacies, le plus le mieux, la course au volume, et maintenant vous nous mettez la tête dans le seau en nous expliquant que c'est la catastrophe. Donc voilà, il y avait cette dose de colère à prendre, et c'était normal. Ensuite de dire, bah oui, effectivement, maintenant qu'on a pris conscience de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc aligner tout le monde sur ce constat des limites planétaires, s'assurer qu'il y ait une digestion de ces infos, et ensuite les mettre en action. Et dans la mise en action, il y avait le partage de la feuille de route qui avait été bien travaillée, et elle avait été travaillée collectivement, puisqu'on a 150 personnes qui ont travaillé à cette feuille de route, et aux indicateurs, aux résultats clés attendus pour les 3 ans, puis 6 ans, puis 9 ans à venir. Donc c'était bien, parce que ça venait pas que de nous. Et l'appropriation, il a fallu la faire ensuite, l'étendre à l'ensemble des salariés. Donc on a eu un atelier qui a été fait et qui est refait maintenant tous les 6 mois sur l'appropriation, c'est-à-dire 3 heures de est-ce qu'on comprend bien où on en est sur la feuille de route, nous dans notre équipe, qu'est-ce qu'on est censé faire pour y contribuer, et moi personnellement, c'est quoi ma définition de mon rôle dans la boîte sur ce sujet-là. Et donc cette appropriation, elle doit être dynamique, il faut la refaire régulièrement. Là justement, ça fait 5 ans qu'on a 4 ans qu'on a travaillé sur cette feuille de route, et là on recommence cette année sur ce qu'on appelle Impact 2, qui est l'étape d'après, et on travaille beaucoup sur tout ce qui est sujet de robustesse pour aller encore un peu plus loin, au-delà de l'idée de la régénération, qui sont vraiment des pivots de modèles. C'est vraiment de se dire à court terme, dans les 5 ans qui viennent, on va avoir des périodes de canicule, de stress hydrique, plus d'eau, puis dans la même année
des inondations coup sur coup, puisqu'on est en Eure-et-Loire et on a déjà des inondations quasiment tous les ans depuis 3 ans là. Donc il faut se préparer aussi à ces événements extrêmes d'un très court terme. Donc il faut travailler le long terme et en même temps anticiper des trucs court terme qui vont vraiment tout désorganiser, quoi. Top. Merci beaucoup. On va enchaîner. Merci beaucoup pour vos questions. Donc c'est le moment du trou normand avec Mathieu. Ça va? Par applaudissement ce soir, il y a des gens qui sont écolos? J'ai pas trouvé mieux pour me faire applaudir d'entrée. Sinon, j'avais aussi par applaudissement ce soir qui est d'accord pour dire que je suis le sosie moins musclé de Thor. Donc je me présente, voilà, je m'appelle Mathieu. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une émission dans laquelle je reçois à chaque fois un expert de la transition écologique et un humoriste. Donc on peut vraiment dire que je suis vraiment à cheval, enfin, pardon, on va continuer les métaphores, je suis à hippocampe entre la culture et l'écologie. Et c'est vrai qu'en ce moment, la culture et l'écologie, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le bon truc sur lequel il faut miser avec la montée de l'extrême droite actuelle. Donc j'ai décidé de tout plaquer et me reconvertir. Alors, j'ai commencé une formation en autodidacte à la décroissance, que certains appellent période de chômage. Et dans cette période de chômage, j'ai aussi commencé une formation en ligne, que certains appellent regarder des documentaires à la télé. Et j'ai regardé un des documentaires sur le Bhoutan. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, ce documentaire-là. Le Bhoutan, c'est un pays en Asie qui est réputé pour le calcul d'un indice de bonheur national. Et donc le documentaire, on suit un agent du bonheur. C'est un mec qui est payé par l'État pour aller poser des questions aux Bhoutanais pour savoir s'ils sont heureux. Et ensuite, je vais laisser planer la phrase qui arrive parce que vraiment pour nous c'est de la science-fiction. Et ensuite, en fonction du score sur la population globale, le gouvernement modifie sa politique pour faire augmenter cet indice de bonheur national. Science-fiction, c'est vraiment un truc, nous on comprend pas ce truc. Mais voilà, je me suis dit, voilà, un agent du bonheur, ça c'est un truc qui a de la gueule, quoi. Ça c'est un truc que j'ai envie de faire. Et je me suis dit en plus, ouais, donc voilà, je fais ça à Paris. Bon. Mais il y a du travail. Il y a du travail et c'est un truc qui, je pense, a vraiment du sens. Et moi, quand je me demande si ce que je fais a un sens, je pense souvent à l'ingénieur acoustique qui a fait 5 ans d'études d'ingénieur, une formation en acoustique derrière, et qui se retrouve dans l'industrie automobile à devoir créer des bruits de fermeture de portières. Il y a des ingénieurs aujourd'hui qui sont payés pour créer des bruits de fermeture de portières, c'est-à-dire que quand un mec vient acheter une bagnole, le bruit que fait la portière de la bagnole quand elle se referme lui procure un sentiment de confort ou de puissance. Voilà. Et c'est pour ça qu'il achète la bagnole. Et moi, je me dis, le jour où tout s'effondre et qu'on vit dans la forêt et qu'on est en train de construire une cabane, il fait quoi cet ingénieur? Il pimpe le bruit de fermeture de la cabane. Ah, les gars, je suis allé chercher de la mousse ce matin pendant que vous refaisiez l'étanchéité de la cabane après les orages de cette nuit et que vous installiez des pièges à loups. Et maintenant, quand on referme la porte de la cabane, ça nous procure un sentiment de sécurité et d'espoir. Donc voilà, agent du bonheur, je me suis dit, ça c'est vraiment un truc cool. Comme je disais tout à l'heure, vu la période actuelle, je ferais peut-être mieux de m'engager dans l'armée. Mais j'ai regardé sur le site du recrutement des armées et il n'y a pas Happiness Manager. Donc je le fais en freelance, mais c'est gratuit, comme au Bhoutan. Alors le business model n'est pas encore très pérenne, mais au moins ça permet de poser des questions. Des gens, bonjour madame qui regardait votre téléphone, ça va, vous allez bien? C'est pas du tout pour vous fliquer, je me suis dit je vais chercher au deuxième rang, mais vous êtes sur votre téléphone, j'espère que c'est un truc important. Et sur une échelle de 1 à 10, à combien vous vous estimez heureuse? 9, pas mal. Et chez vous, combien vous avez de vaches? 0, c'est les questions qu'ils posent dans le documentaire au Bhoutan. 0 vache. Mais alors, ça veut dire que vous devez avoir des chèvres. Vous avez combien de chèvres chez vous? Vous en avez pas, 0. C'est des poules alors, vous avez combien de poules? 0. D'accord, c'est le truc que je comprends pas. À Paris, généralement, on est toujours à 0 à chaque fois que je pose ces questions-là. Du coup, je me demande comment on pourrait augmenter du coup, aller de 9 à 10. Alors, sachez que pour pleinement satisfaire toutes les demandes, je suis célibataire.
Voilà, cette phrase ne marche pas parce que vraiment, j'ai montré tout à l'heure, en fait, on est marié avec Louise, donc ça marche pas. Mais du coup, je me dis du coup qu'on doit avoir des possessions qui sont différentes du bouton, qui sont liées à notre bonheur. Alors, chez vous, combien vous avez de smartphones? Un. Et du coup, combien vous avez de followers sur Instagram? Vous n'avez pas Instagram. C'est peut-être ce qui fait que vous êtes à 9. On suit les gens qui applaudissent comme ça, quand quelqu'un commence à applaudir. Le score du bonheur national au Bhoutan, en ce moment, il est de 93,6% et c'est en hausse de 3,3%. Nous, je le disais tout à l'heure, on ne calcule pas directement l'indice du bonheur. Un chiffre qu'on connaît en France, c'est que 4,2 millions de personnes ressentent fortement ou très fortement l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est aussi la solastalgie. Et on dit que quand on découvre l'ampleur du dérèglement climatique, c'est comme si on passait par toutes les étapes du deuil. Donc d'abord, il y a le déni, ensuite il y a la tristesse, puis il y a quelques étapes comme ça jusqu'à l'acceptation. Et moi, dans les étapes du deuil, je suis pile au moment où je m'en bats les couilles. Je suis pas anxieux du dérèglement climatique parce que je sais qu'on va pas y arriver. On n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord et aller dans la même direction et sauver la planète. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui disent que notre situation par rapport au dérèglement climatique, c'est comme si on était tous dans une pirogue qui avance vers le haut d'une énorme chute d'eau et si on fait rien, on va se cracher. Mais on peut encore s'en sortir en rejoignant la berge si on rame tous ensemble, dès maintenant, de manière coordonnée et dans la même direction. Et pour moi, ça ressemble à un Belge, un Chinois et un Américain qui sont dans un bateau. Et ce genre de vanne, ça finira jamais par... Et ils se sont tous mis d'accord pour dire leurs émissions de CO2 et ils ont sauvé la planète. Et en plus, le bonheur, je me dis que c'est vraiment un truc dans notre société qui est vraiment jamais très loin à atteindre. Vous voyez, vous êtes à 9. Et je sais pas si vous êtes dit ça, mais vous êtes dit, par exemple, vous êtes au soleil et vous dites, là, je suis bien, mais je serais vraiment parfait si un mec débarquait de nulle part et m'apportait un verre de rosé. Je sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà dit ça. Ouais. Donc moi, j'essaye d'être cette personne-là. Voilà. L'autre jour, 10h du mat, je vois un mec, il est au soleil et je me dis, putain, lui, il est bien là. Il serait vraiment heureux si je lui apportais un café. Alors, du coup, je vais dans le bar le plus proche, sauf que, arrivé là-bas, des formations professionnelles, je demande au serveur s'il est heureux, et il me répond que non, parce qu'il est en plein rush et que je sais pas quoi, donc du coup, je le prends et je vais me mettre au soleil à côté du premier mec. Donc là, il me fallait 2 cafés. Donc, c'est ça aussi, attention à pas le refaire chez vous, parce que ça peut vite être sans fin, ce truc. Et comme je disais tout à l'heure, le gouvernement n'a pas encore créé de poste de fonctionnaire, d'agent du bonheur. Donc voilà, faites pas ça chez vous tout seul, et je manque cruellement de moyens. Mais en tout cas, si j'étais ministre du bonheur en France, on peut rêver, hein, c'est un sketch, hein, mais si j'étais ministre du bonheur en France, je ferais ça. Moi, je payerais des mecs pour aller apporter pile au bon moment le café, le verre de rosé, la bière corse, évidemment. Et voilà, je ferais ça. Et j'ai l'impression qu'en France, voilà, atteindre le bonheur, généralement, c'est sous forme d'un truc à boire. Généralement, c'est ça. On en est là de notre civilisation à nous. Le bonheur, il est liquide, sauf quand il pleut. Quand il pleut, là, on est capable de râler. Il y a sûrement des gens qui râlent. Vous êtes écolo? Je suis écolo, pareil. Et je me dis, ça doit sûrement servir à un truc qui pleuve, mais fait chier, quoi. Et bref, et du coup, au Bhoutan, je pense qu'ils ne râlent pas quand il pleut parce que ça leur permet de faire pousser des trucs et manger. Donc voilà, eux râlent pas. Mais en tout cas, voilà, je suis avec vous depuis 5 minutes là et je suis bien là, en tout cas. Je crois que je pourrais même dire que je suis heureux. Enfin, je vais aller boire un truc quand même. Merci de m'avoir écouté. Merci Mathieu. Merci beaucoup pour cette carte blanche. On va enchaîner avec Marie. Marie des Vedettes de Paris. Avec Louise. On va aller un tout petit peu plus vite sur les 2 prochaines séquences pour retrouver notre timing. Je vais lire très vite. Non, on va se débrouiller. Mais vas-y, à toi Louise. Alors, j'ai pas dit, mais à chaque personne que j'ai rencontrée, j'ai demandé aussi une citation. Et donc, les citations qui sont en exergue des 6 chapitres, c'est des citations, non pas que j'ai choisies, mais que vous avez choisies. Et je la lis là, parce que c'est ma préférée. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien dire. C'est une citation d'Albert Einstein.
J'erre au pied de la tour Eiffel, sur les quais de Seine. Je n'avais jamais remarqué comme c'était beau, alors que j'habite à quelques kilomètres en amont. Il me reste 2 portraits et je me demande ce que je vais découvrir. Ce que j'ai déjà entendu sur la personnalité du dirigeant, l'importance du collectif et la réglementation va-t-il se confirmer? Mon pessimisme a été bien amoché, mais il n'a pas dit son dernier mot. J'ai une grande capacité à me perdre, et je ne trouve pas tout de suite les vedettes de Paris sur le port de Suffren. J'appelle Marie sur son portable et je l'aperçois tout de suite sur le ponton, en pantalon vert, et même en escarpin vert. Comme quoi tout est vrai dans ce livre. Ce qui me fait forte impression. Je n'ose pas lui en parler tout de suite, je me souviens des paroles de Sophie. Dans les bureaux, où elle m'emmène faire un tour, au sous-sol d'un des bateaux, il y a de la lumière et il y a beaucoup de plantes, celles récupérées après la cérémonie des JO. Ce matin, il règne un calme délicieux sur le port, tandis que nous sommes revenus à la surface et que Marie nous sert des cafés et des crêpes. Je n'aurais fait que boire et manger pendant l'écriture de ce livre. À la terrasse, qui fait aussi partie de l'entreprise. Elle me raconte son parcours parmi les touristes et les canards. J'ai bien en tête tous les sujets que je veux aborder avec elle, mais je commence par l'écouter, la laisser dérouler ses phrases et m'intéresser à ce qu'elle est en dehors de mes questions pièges. Merci beaucoup, Louise. Alors, ceux qui liront le livre se rendront compte que ce portrait est un portrait clair-obscur de Marie, et puisque tu as eu une carte blanche, et peut-être, Marie, qu'est-ce que tu as envie de partager, toi, la lecture du livre dans son ensemble et de ton portrait? Alors, donc, moi, c'est des bateaux sur la Seine, et la CEC, après la claque, il y a eu le coup de pied au cul. Donc, ma mise en action, et donc on a rétrofité, on a électrifié nos bateaux, on a enlevé les moteurs thermiques et on a mis l'électrique. Et en fait, il y a un courant qui est passé avec Louise, mais je crois que c'est un peu comme le courant quand on met ses doigts dans la prise. Et je pense qu'elle avait ses cheveux un petit peu tout hérissés, parce que j'ai été moi-même à parler assez librement et cash, sans trop de détours. Et pour le coup, et je pense qu'elle est bien retombée dans un beau pessimisme, parce que je suis moi-même pas très optimiste sur les années qui nous attendent. Enfin, j'aimerais. En fait, je me dis, on se prépare pour le pire, comme ça, si le meilleur arrive, ce sera une bonne surprise. Et si le pire arrive, ben, on est un peu préparé, quoi. Donc, oui, ça a été à la lecture du livre, j'ai vu que Louise avait été un peu waouh. C'est qui cet extraterrestre? C'est qui cette folle? Peut-être pas, mais voilà, un peu bousculée. Et alors, effectivement, ce bousculement, on le ressent puisque Louise écrit, je trouve, très bien, une très belle sensibilité et autres. Et c'est vrai que donc mes propos, j'ai compris qu'elle les avait particulièrement heurtés. Et, mais c'est aussi ce qui fait que le livre vous donnera aussi un petit électrochoc sur ce chapitre-là. Bon, on a fait un super teaser sur ce chapitre. Peut-être il y a un brin de folie. Et je suis très sympa en fait. Hein. Oui. Non mais tu es une grande figure de la CEC. Merci pour tout ça. Et Marie, peut-être une question sur le rapport à la Seine, au fleuve, puisque tu nous parles des bateaux, mais quelque part ton regard a changé sur la Seine. Il y a eu les JO, mais aussi d'autres actions. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors effectivement, en fait, un petit peu, complètement comme Sophie, ça a été, si j'existe pas dans 10 ans, est-ce que je manquerai à quelqu'un? On ne manquera certainement pas aux Parisiens, du moins c'était l'avis que j'avais. Et justement, c'est quelque chose, on s'est dit, il faut changer ça, et surtout, il faut qu'on comprenne, pour moi, la Seine, c'était de l'eau. On ne va pas débattre ici de la qualité de l'eau de la Seine. C'était de l'eau qui nous servait à nous déplacer et à mettre nos clients dessus. Et il n'y avait vraiment aucune compréhension même de ce que c'était un milieu naturel. Et même dans la CEC, où à un moment, on a eu cet atelier avec réfléchissez, avec quel vivant vous travaillez au quotidien, de quoi vous avez besoin. Et moi, je dis, de rien. Enfin, moi, le seul vivant avec lequel je travaille, c'est des touristes. Enfin, je suis pas viticultrice, j'ai pas de lien au vivant. Et c'est là où on m'a dit, bah si, la Seine.
Et là, ça a été un peu genre, ah bon? Et donc, effectivement, un petit peu plus d'un coup à s'intéresser à la Seine et à l'importance de la Seine. Alors là, on est vraiment sur plus de l'aménagement urbain et autres, mais là, et on voit tout le travail qui est fait par la ville de Paris sur la Seine et la réhabilitation de la Seine, et toute l'importance que ça a pour sa biodiversité, pour voilà, typiquement dans l'adaptation, c'est un point de fraîcheur, un couloir de vent, enfin, énormément de choses. Et on s'est dit, il faut, nous, on est là, on est sur la Seine, en plein Paris, et il faut faire en sorte qu'on ne considère pas que le seul vivant avec lequel on travaille, c'est les touristes, mais également avec la Seine. Et donc c'est vrai qu'en ce sens-là, déjà, on a... alors, pour le moment, on n'a pas réussi à le faire de nombreuses fois parce que, justement, la Seine est vivante. Donc moi, pour le coup, les crues, je les connais bien. Hein, pour avoir une petite idée, l'année dernière, c'était 1 jour sur 5. Sur l'année entière, on a dû modifier notre parcours de croisière parce que la Seine était trop haute. Donc on comprend bien le côté vivant quand même, également la petite menace qui pèse sur notre activité d'ailleurs. Et donc voilà, on a voulu participer à des campagnes de réempoisonnement, de réensauvagement de la Seine. Donc on a réussi à le faire qu'une seule fois, puis sinon il y avait trop de courant pour lancer les bébés brochets. J'ai pensé à toi, j'ai entendu ce matin à la radio, il y a 10 fois plus de poissons dans la Seine, que je me suis dit c'est grâce à ce que vous avez fait. Oui, je me suis lancée dans la pisciculture depuis. Non, mais effectivement, tout ça, voilà, c'est anecdotique, effectivement, mais d'essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'également il y ait des insectes, il y ait les oiseaux, avec, comme tout le monde sait que tous les oiseaux ont disparu dans Paris, mis à part les jolis pigeons. Comme je dis, il y a seul le rat sur lequel on ne veut pas trop qu'il se développe, celui-là il est déjà bien, mais il y a tout ce côté-là, et refaire de la Seine, dans le cadre également, dans la mouvance, en tout cas des volontés de la ville de Paris, de refaire de la Seine un lieu pour tous, donc que ce soit pour les êtres vivants non humains et également pour les bipèdes. Et surtout un endroit qui s'adresse à tous et pas que à des touristes, que je déteste ce mot d'ailleurs, je préfère dire des voyageurs, et qui s'adresse également aux personnes locales, et comment en faire également un lieu de rencontre et de joie et de fête en fait pour tous. Et tout ça, bien évidemment, avec des bateaux qui font beaucoup moins de bruit et donc qui pourraient permettre aux mérous de l'eau plate, de l'eau non salée, de se reproduire et de chanter. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Alors le dernier portrait, on va aller dans le nord de la France avec Arnaud et un autre secteur. Arnaud, à toi de jouer. Je retrouve plus le... T'es sûr que t'es dedans? Tu te souviens où t'es ou... Je pense que c'était vers là. Largement. Celui qui voit loin, ouais, c'est ça. Bravo. Donc là, l'exergue est en anglais, donc je ne vous la lirai pas. On commence par quoi? D'où je viens ou la boutique? Je ne sais pas, je lui réponds. Comme vous voulez. Mais rassurez-vous, je cache bien mon jeu. Je sais dans quelle direction je veux aller, j'ai les idées de plus en plus claires grâce aux 3 que j'ai déjà rencontrés. Je le laisse juste libre de commencer par son commencement. On va se tutoyer, me dit-il. Avec joie. Un été est passé, un automne est là, avec sa pluie déréglée. J'ouvre mon ordinateur sur une nouvelle page blanche. Je préfère commencer par le début, poursuit-il en caressant un échantillon de pierre qui est sur la table. J'aime bien cette phrase. Je caresse moi aussi la pierre. J'ai couru sous la pluie pour arriver jusqu'à la boutique de la place des Victoires. Je suis un peu intimidée et encore mouillée par les averses. C'est un peu trop grand et chic pour mon petit corps, toute cette histoire de meubles massifs et de modèles design. Alors, il se lance. Il parle avec aisance. Parfois, il se lève et il tourne en rond, comme un poisson, dans son bocal, comme si cela allait l'aider à clarifier sa pensée. Souvent, il m'écoute quand je pose des questions ou que je réagis à ses propos, et parfois plus du tout.
comme mon père. C'est assez déroutant. Même question pour toi, Arnaud. De ton côté, comment tu as vécu cette première rencontre avec Louise? En fait, moi, j'étais très impressionné. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais vivre? C'est quand même une romancière. J'avais croisé la Reverdy. Je me dis, ah, quand même, c'est un moment spécial. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu as foutu de raconter ta vie, mais direct, en fait. Et je me suis pas expliqué ça. Et en même temps, ça me ressemble. Et dans le portrait, je me suis quand même pas mal reconnu. Et tu es allé pointer des choses très justes et qui m'ont beaucoup ému. Moi qui ai beaucoup souffert de ma différence, tu l'as un peu magnifié, tu l'as un peu célébré. Et ce que ça donne aussi comme fruit dans le monde. Donc ça m'a beaucoup touché, ce que tu as raconté. Ça c'était pour le moment, et à chaque fois qu'on replonge dans ces histoires de la CEC, ça nous ramène à ces émotions, et ça me réénergise sur le projet de l'entreprise, alors qu'on est en train de vivre de l'adversité très forte, et au niveau de la conjoncture, au niveau de la concurrence, au niveau de l'environnement. Donc ça fait du bien de se replonger dans tout ça. Et ce que je voulais te dire aussi, Louise, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir et de joie à lire ce livre. Je me suis senti très proche de mes 5 camarades. Ça a fait des résonances énormes, et je me dis on est quand même un sacré club d'extraterrestres, et ça fait un bien fou. C'est l'effet CEC en fait, c'est waouh, des semblables. Donc même si on est très différents, on est quand même des semblables quelque part. Et donc voilà, ça m'a mis en joie. J'aime beaucoup ton écriture. Et tu m'as permis de faire le deuil de ma dernière lecture, de mon dernier livre que j'arrivais pas à clôturer. Je te dirai lequel c'est après. Voilà, c'était un moment très chouette. Et peut-être, puisque en fait on s'aperçoit que Louise avait beaucoup d'empathie pour ses dirigeants d'entreprise, est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est au quotidien? Tu parles de l'adversité en ce moment, la charge mentale d'un dirigeant d'entreprise qui augmente encore avec la CEC, mais déjà à la base, c'est quoi la charge mentale d'un dirigeant d'entreprise? C'est de pouvoir concilier la difficulté opérationnelle de gérer une entreprise et tous ces processus et les soubresauts de tout genre, l'humain, de travailler en même temps le run qui nous oblige et le build qui nous permet de nous orienter vers le futur, et en plus de ça, de mettre la surcouche qui nous rend bien avec nous-mêmes, c'est-à-dire de servir plutôt correctement et de mieux en mieux les hommes et la planète. Et en ce moment, le verre n'est pas si rose. Je ne parle pas d'alcool ni de bière, mais c'est ce que tu as un peu démystifié, en fait, Louise, je trouve. C'est dur, en fait, c'est dur, c'est très très dur. Moi, j'ai pas la chance d'être une boîte à 100% familiale, même si ça a des tas de difficultés, mais on se coltine le fonds d'investissement, des actionnaires minoritaires, et on essaie de faire en sorte de leur expliquer sans cesse le projet qui est le projet de demain vers la circularité. Et quand je leur dis que j'ai pas du tout envie de vendre 4 buffets par client, mais plutôt un buffet qui fait 10 clients, ça leur paraît pas naturel. Donc c'est compliqué, et en même temps, me concernant, je peux pas faire autrement. Et j'en profite avec une dernière question. Si tu as l'occasion d'aller dans une école de management vers la nouvelle génération qui apprend le monde des affaires, et que tu dois décrire l'économie à visée régénérative, l'économie vers laquelle tu t'orientes, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment tu décrirais cette nouvelle économie? Je leur dirais qu'ils peuvent aller dans le monde standard, linéaire, processé, de l'optimisation un peu old school, mais que probablement les territoires d'exploration, de créativité,
où la robustesse est plus importante que la performance, les territoires de créativité, quand il faut essayer de jouer la circularité, de réinventer, de passer, nous concernant le meuble, de main en main. En tout cas, je trouve que l'ancien monde, qui est celui dans lequel je suis né, et une partie de mon cerveau est encore là-dedans, mais que là où on va s'éclater, où on a des nouveaux défis et où on va devoir convoquer les génies créatifs de demain, c'est bien la régénération. Et c'est ceux qui vont peut-être pouvoir concilier l'écologie et l'économie. Il faut beaucoup de talent pour ça. Et je pense que je tenterai de les stimuler sur ce défi-là. Merci beaucoup, Arnaud. Ok. On arrive sur la dernière séquence, un petit peu de prise de recul par rapport à toutes ces vignettes que vous venez de voir. Vous aurez l'occasion de lire le livre, d'approfondir les portraits. Il y en a 2 autres dedans qui n'ont pas pu être là ce soir. Je vais leur rendre hommage. Le premier, c'est Christophe Martin, le PDG de Renault Trucks. Donc, il fabrique des camions. C'est un portrait assez extraordinaire aussi. Toi-même, tu as aussi et aussi l'hommage à Christophe, c'est que c'est lui qui a eu, dans une réunion du comité d'orientation de la CEC, cette idée du banc de poissons. Comment détourner un banc de poissons. Donc, le titre du livre vient de Christophe. Et l'autre personne, c'est Alexandra Mathiolon, qui est la PDG de Serfim, une boîte lyonnaise. Qui est représentée par Marianne. Qui est représentée par Marianne, qui est ici. Ouais, merci beaucoup Marianne. Donc on rend hommage à Alexandra. C'est une femme dirigeante de 33 ans qui est enceinte de 8 mois. Non? Il est né? Le bébé est né. Alors voilà, elle ne peut pas être là ici ce soir. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, et on rend aussi hommage à Alexandra. C'est le 6e portrait. Qui est aussi très chouette. Pour terminer, on va te poser 2 questions. Alexandra, j'en ai préparé 3, mais il y en a une qui a déjà été couverte avec Mathieu. C'est un style un peu différent, c'est une question un peu directe pour toi. Alors, cette économie verte est-elle possible? Il est 20h10, tout le monde a faim et tu me poses cette question. On sait que tu sais être concise. J'ai essayé de répondre en une longue phrase. S'il faut vraiment répondre oui ou non, je dirais non. Je pense parce qu'on rapporte souvent ça à la croissance. Alors, je dirais qu'il y a des choses qui peuvent être en croissance dans cette économie verte, par exemple les poissons dans la Seine, notre temps de lecture, notre temps de jardinage. Mais il y a des choses, enfin le constat il est posé il y a 50 ans, la croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. Donc je dirais une croissance verte non, mais une économie verte, oui. Et d'ailleurs, il y en a 3 dans le livre qui pose vraiment cette question-là de la décroissance. C'est pas un mot peut-être très audible, mais elle est vraiment posée jusqu'à un début de modélisation. Et donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc une économie verte, oui, elle est possible. Bravo. En 1 minute. Bravo. Et maintenant, on va en appeler à ton pouvoir d'imagination, Louise. On a ici 6 dirigeants d'entreprise qui ont fait le saut vers l'économie régénérative. Si toutes les entreprises basculaient, si tous les dirigeants basculaient vers ce nouveau paradigme, à quoi ressemblerait le monde? Un jardin. Une forêt. Enfin, j'ai l'image de beaucoup plus de végétal en tout cas. Plus de fleuves, plus de poissons, plus de végétal, plus de vivants non humains. Merci, bravo. Bravo pour cette réponse. On termine juste et après on va ouvrir le cocktail. Quelques mots. Donc la CEC, vous en avez entendu parler. On remet ici le fait... Pas grave, Louise. Essayez de partir discrètement. Non, mais reste ici, reste ici. La raison d'être de la CEC, de rendre irrésistible une bascule vers l'économie régénérative en France avant 2030. On est une association d'intérêt général et c'est ce qu'on essaye de promouvoir
La théorie du changement de la CEC, c'est pourquoi, comme association, on pense qu'on peut faire bouger les lignes avec tout l'écosystème de la transition dans notre pays. On avait fait un premier slide que je vais vous montrer là, au tout début de la CEC, quand on avait cette idée. C'était en 2020. Et on appelait le slide du sachet de thé. Et là, maintenant, peut-être que notre théorie du changement, elle s'appelle la théorie du banc de poisson. Alors, le sachet de thé, c'était ça. On était sur un paperboard et on avait dessiné ces 3 cercles concentriques. On se disait, à l'époque, on fait une première CEC pour 150 dirigeants. Vous en avez 6 ici. Et ils vont influencer, ils vont infuser petit à petit le tissu économique français comme un sachet de thé. Et puis peut-être que cette nouvelle économie, elle peut venir infuser aussi toute la société, notamment le monde politique. On ne va pas se cacher qu'il est un peu à la traîne actuellement. Et les citoyens, les consommateurs, qui par le comportement d'achat peuvent aussi aider ces entreprises à devenir gagnantes demain. Donc voilà, c'était la théorie du sachet de thé. Maintenant, on est plutôt sur cette idée du banc de poisson, et vous allez le voir tout au long du livre. Et donc là, c'est quoi cette théorie? C'est qu'on a des leaders. Alors je sais que Sophie veut pas être trop personnalisée, mais on a besoin quand même de rôle modèles, on a besoin d'éclaireurs qui sont comme des poissons pilotes et qui montrent le chemin vers de nouveaux imaginaires. Et le nouvel imaginaire, c'est quoi être un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise qui fait du bien à la société. Et comme tout changement culturel, la contraposée, c'est d'arriver à ringardiser les anciens, l'ancien paradigme, ces anciens dirigeants avec des prises de décision qui sont de l'ancien monde, notamment sur des modèles volumiques. Juste quelques données, puisqu'on fait un baromètre. Il y a plus de 1500 dirigeants qui ont participé à des parcours CEC dans toute la France. On se rend compte qu'ils sont en train d'avancer. 91% ont lancé des dispositifs de sensibilisation de leurs collaborateurs, comme Sophie en a parlé. On a 40% des entreprises de la CEC qui ont fait des renoncements. Alors, c'est pas assez, hein, on sait qu'il faudra faire beaucoup de renoncements, mais on est quand même assez fiers de ce résultat. 56% qui se sont lancés dans des nouvelles formes de coopération. Voilà, parce que la coopération, vous l'avez pu sentir dans les témoignages, c'est la clé, en fait, pour sortir d'une optimisation en silo et essayer ensemble de trouver la visée régénérative. Et donc, ces poissons pilotes, en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver un point de bascule pour un changement culturel. On sait que c'est autour de 25% d'une population qui peut faire basculer le ventre mou, qui peut faire advenir un changement culturel. C'est notre rêve. On pense qu'en France, c'est jouable d'ici 2030, que ces leaders inspirants puissent nous emmener vers le point de bascule et d'aller vers ce qu'on appelle le cap régénération. C'est ce que tu as décrit avec tes mots. Tu as dit on serait dans un jardin, dans une forêt. Donc nous, c'est cette zone de droite où on se dit là, l'économie a retrouvé sa juste place. Voilà, on termine sur ce remerciement avec la planète.